Voici donc l'épreuve de l'école de l'université de Yaoundé 1, l'école normale supérieure. Concours d'entrée, session de G 2007. Première année du cycle du second cycle, série chimie. Épreuve chimie, durée 3 heures, coefficient 4. Partie chimie organique. Donc voilà, par exemple, on considère grand 1. On considère la synthèse suivante. Donc voilà par exemple l'épreuve. Et puis maintenant, voilà par exemple le D. Je peux donner le composé ici. Voilà par exemple le J plus HCl en présence de HCl qui donne. Petit 1, écrit la formule topologique des composés grand D, grand I et grand J. Petit 2, combien J possède-t-il de stéréoisomères? Les désigner à l'aide de la nomenclature adaptée RSZE en indiquant la relation de stéréoisomérie qui existe entre eux. Petit 3. Décrire le mécanisme de la réaction de J à K1. Justifier que K1 est majoritaire devant K2. En déduire la formule topologique de K1 et K2. Maintenant, grand 2. Le 2S, 3S dihydroxybutane diate de diéthyl noté G de formule semi-développée CH3, CH2O, C, CHOH, CHOH, CO, O, CH2, CH3 est traité à froid, mol à mol par une solution d'acide bromidique dans l'éthanol. On obtient un produit H de formule C8H13O5BrO5BR, dont le spectre infrarouge montre une bande d'absorption vers 1750 cm-1 et une autre vers 3300 cm-1. Petit 1. Donner et justifier la formule semi-développée de H. Petit 2. Représenter H selon Newman, sachant qu'il possède la configuration R au niveau de ces atomes de carbone asymétriques. Petit 3. Proposer un mécanisme réactionnel pour cette deux transformations. Petit 4. Le composé H est traité par l'étalonnate de sodium en solution dans l'éthanol, ce qui conduit par réaction intramoléculaire à un composé cyclique 1 de formule brute C8H12O5. En spectroscopie infrarouge, on note une absorption à 1750 cm-1. La disparition de la bande à 3300 cm-1 et l'absence d'absorption à 1710 cm-1 indique un mécanisme réactionnel pour cette transformation. Partie chimie physique 1. Grand 1. La valeur expérimentale de l'enthalpie standard de formation du fluorure de calcium CaF2 par réaction entre calcium solide et le difluor gazeux est 1220 kJ par mol, moins 1220 kJ par mol. Le fluorure de calcium est un solide cristallin ionique. Quelle est la valeur de son énergie réticulaire donnée? Enthalpie de sublimation du calcium 193 kJ par mol. Énergie de première et deuxième ionisation du calcium 590 et 1140 kJ par mol. Enthalpie de liaison FF moins 158 kJ par mol. Affinité électronique du fluor moins 328 kJ par mol. Bon, maintenant, grand 2. L'acétate d'éthyle
réagit en solution avec la soude suivante l'équation. Voici l'équation de la réaction. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on la réalise à 25 degrés avec des concentrations initiales égales des deux réactifs. 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et on suit la progression en dosant à divers moments la soude restante. Ces dosages sont effectués avec de l'acide chlorhydrique 1 sur 100 fois molaire sur des échantillons de 20 ml prélevés dans le mélange réactionnel. Le volume de HCl nécessaire dans le solvant, tant volume de HCl. Donc voilà ce qu'on a dans le tableau. Et puis maintenant on dit quel est l'ordre global de la réaction. Peut-on déduire de ce résultat les ordres partiels par rapport aux deux réactifs? Petit b. Quelle est la valeur de sa constante de vitesse? Quelle est celle de sa vitesse initiale? Petit c. Combien de temps faudra-t-il pour que l'ester soit saponifié à 90%? Petit d. L'énergie d'activation de la réaction valant 60 kJ par mol. Combien de temps le même résultat serait-il atteint à 50 degrés Celsius? Partie chimie inorganique. Grand 1. On considère l'ion complexe MnH3 6 Petit 1. Quelle est la géométrie de cet ion complexe? Petit 2. Sachant que grand M est un métal de transition direct de numéro atomique grand Z, donner la structure électronique globale de l'ion M3+, on donne 22 inférieur ou égal à Z inférieur ou égal à 29. Petit 3. En utilisant la théorie des champs cristallins, préciser la structure de l'ion M3+, dans un complexe formé à partir d'un ligand. Petit a à champ faible, petit b à champ fort. 4. Le moment magnétique de l'ion complexe MnH3 est nul. Petit a. Donner la configuration électronique de l'ion M3+, et en déduire le métal dont il est issu. Petit b. Quelle est la force du ligand NH3 vis-à-vis du métal trouvé plus haut? Petit c. Nommer systématiquement cet ion complexe. On donne voilà. Grand 2. Dans le sténite, les atomes de fer occupent les nœuds d'un réseau CFC. De paramètre petit a, et les atomes de carbone sont repartis au hasard au centre et au milieu des arêtes. Petit a. Déterminer la fraction en atomes de carbone correspondant à la saturation théorique. Petit b. À 916 degrés Celsius, petit a est égal à 3,65 Armstrong. Calculer le rayon du fer à cette température. En déduire le rayon maximal des atomes pouvant s'insérer dans les sites du carbone. Petit c. Le rayon du carbone est de 0,77 Armstrong. Cette entité peut-elle se placer sans déformation dans les sites octaédriques? Justifier la réponse. Donc voilà, merci. Nous commençons directement la correction. Donc on nous dit, grand 1, on considère le système de la synthèse suivante. Donc on a un composé plus maintenant le magnésium en présence de l'état oxyde
qui donne un composé D. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, n'oubliez pas, quand on a un composé comme ça, c'est-à-dire un composé comme celui-ci qui réagit, ça c'est ce qu'on appelle une réaction de Grignard. Donc, nous allons directement commencer la correction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci. Solution. Solution. Donc, partie chimie organique. Partie chimie organique. Donc, grand 1. Grand 1. On a par exemple la première réaction, c'est celle-ci. On a BR ici. On a BR ici. Et on a, ça c'est la formule topologique. Donc, ça c'est un noyau aromatique. Et ici, voilà, plus Mg, en présence d'hétérosite de DO. Ça va donner un composé D. Nous allons directement donner ici, on va directement donner le résultat de ce qu'on va obtenir. D, c'est simplement le composé C. Donc, c'est une réaction de Grignard. C'est une réaction de Grignard avec les organeaux. Ça, c'est on va obtenir un organo bromien. Et l'organo bromien, c'est celui-ci. On va donc mettre comme ça. Je vais renverser, j'ai renversé. Donc, j'espère que vous allez vous retrouver. J'ai renversé. Voilà, très bien. Et maintenant, voilà, par exemple, ce qu'on aura, on aura Mg, Br. Donc, ça, c'est le composé D, déjà. Et je précise que le composé C, c'est encore un nucléophile. Donc, il est en même temps nucléophile et c'est aussi une base forte. C'est vrai, c'est une base forte encombrée. Mais c'est une base forte et c'est aussi un nucléophile. Parce que le même composé peut être encore considéré. Étant donné que ici, c'est le composé, on nous donne le composé D. J'ai renversé un molécule. Donc, ici, c'est encore ça. C'est moins ici, là. C'est Mg, Br. Ici, c'est 2 plus. Et ici, c'est moins. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Donc, ça, c'est le produit. Bon, en fait, on va mettre comme ça et ici. Donc, ça, c'est le produit D qui va réagir donc maintenant avec l'autre composé ici. Celui-ci. Voilà. C triple liaison N. Il y a un doublet ici. Donc, ceci va réagir et ça va donner, je vais mettre toute la flèche comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quoi? C'est que le composé ici, celui-ci, c'est un nucléophile. Il est nucléophile, ça signifie que il peut venir attaquer soit le centre ci, soit le centre ci. Donc, ici, s'il vient agir ici, alors on va parler d'une réaction une réaction d'addition nucléophile. Parce que ceci va venir et on va obtenir un nucléophile, soit ici. Donc, si ça vient attaquer ici, on a ici 1, 2, 3, 4. On va parler d'une addition 1, 4. C'est-à-dire, c'est comme si ça touchait l'atome de carbone 1 et l'atome de carbone 4. Si c'est ici entre les deux, si on va parler de l'addition 1, 2. Donc, ce que nous va faire, c'est que quoi? C'est qu'on va donc prendre le doublet ici. Le doublet ici va donc venir attaquer ici. On va donc faire une addition 1, 2. Et ici, on aura quelque chose comme ça. Et là, maintenant, on va obtenir le composé ici. On obtient donc le composé ici. Ici, l'atome de carbone ici, le voici ici. Il y a double liaison avec N et il y a deux doublets sur N. Et ici, on va mettre Mg 2 plus Br moins. Donc voilà, par exemple, ça c'est toujours le contre-ion. Et ici, de l'autre côté, on a donc ceci, une double liaison ici et ici là. Voilà donc ce qu'on aura. Voilà donc ce qu'on a ici. Et ici, j'ai oublié. Il y a, oui, ici là, c'est un truc comme ça. Oui. Et ici,
ici, il y a un truc comme ça, voilà. Voilà ce que je veux obtenir. Donc, ici maintenant, celui-ci, on a dit addition nucléophile parce que voici un nucléophile qu'on a obtenu ici. On a obtenu un nucléophile ici. Donc, maintenant, on a obtenu le composé C. Donc, nous, on peut appeler le composé C, on peut dire que c'est notre composé I. I. Maintenant, le composé C va réagir. Il va réagir, par exemple, avec l'eau. H, OH. OH. On va prendre une molécule d'eau. Et le doublet C. Donc, le doublet C, il y a le doublet C qui va quitter là. Et qui va venir capter ceci. On va venir capter. Et là, on va obtenir le composé C. NH. Il y a toujours un doublet là. Maintenant, les charges négatives, il n'y a plus. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ici, plus donc MgBr. Donc, plus maintenant MgBr OH. Plus MgBr OH. Maintenant, on peut encore prendre la molécule d'eau. Je vais prendre plutôt la molécule d'eau qui va venir encore attaquer l'autre molécule ici. On va prendre H2. Bon, en fait, soit si on dit que ici, là, c'est soit ça qui est I. Celui-ci est un peu plus stable que l'autre. Parce que ici, il y a alternance et double liaison. Celui-ci est un peu plus stable que celui-ci. Donc, nous, on peut dire plutôt que notre composé I, c'est celui-ci. On peut dire que le composé I, c'est celui-ci. Donc, on a H maintenant, O, H ici. Donc, celui-ci, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci peut venir causer, donc cogner comme ça. Et le doublet C se rabat ici. Ce qui fait qu'on aura quelque chose comme ça. N. Ici. Donc voilà ce qu'on aura. Et ici, on a H. Ici, on a O. On a H ici. Et on a H ici. Et on a plus là-dessus. Voilà ce qu'on a. Et on a un doublet ici. Et le doublet ici, donc maintenant, on a un doublet et on a une charge ici. Négative. Donc, le doublet ici va donc venir capter ceci. On va venir capter. Ce qui fait qu'on aura ici. N, H2, et ici là c'est O, en liaison avec H, et ici là on peut avoir donc, celui-ci peut venir capter ça, le doublet ici se rabat ici, et celui-ci quitte, ça va donc donner ici, le composé ici, voilà ce qu'on va obtenir ici. Et ce composé-ci est très stable, donc c'est notre composé. On peut vérifier si le composé J ici. On peut vérifier si notre composé J. Donc on a combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça va faire C15. Maintenant les H, on a CH3 ici, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.
13 plus 14 plus 6, ça fait 14 plus 6, ça fait 20. H20. Oh. Donc voilà le composé. Et on voit bien que c'est la formule de J. Donc c'est la formule brute de J. Donc ça veut dire que c'est notre composé J ici. Voilà. Et puis maintenant, on continue. Bon, on va continuer ici. Maintenant, J va réagir avec HCl. J réagit avec HCl. Donc voici J ici qui va réagir avec HCl. Donc ici, HCl, voilà par exemple la polarité à cause de l'électronégativité, de la différence de l'électronégativité. Ici, HCl est plus électronégatif que H. Et ici, bon, nous, on peut donc, à partir de l'effet mésomère, donc voici par exemple, l'effet mésomère ici est donneur. Ça, c'est un effet mésomère donneur. Donc, ça va faire que ceci aura tendance à se déplacer, le nuage aura tendance à se déplacer comme ça pour venir ici. Donc, voici notre forme mésomère ici, stable. Donc, ça permet de comprendre que ici, là, donc, la charge, donc ici, bon, on peut encore faire une autre forme mésomère comme ça. C'est-à-dire que la charge, là, au lieu de venir ici, vient plutôt se poser au-dessus d'ici. C'est-à-dire la charge, là, vient plutôt rester ici au-dessus. Donc, ça va donner un truc comme ça. Donc ici c'est plus, et ici donc voilà par exemple ce qu'on peut avoir. Et on constate donc que le produit majoritaire, ça sera le produit obtenu lorsque celui-ci va réagir. Il va capter le proton. Donc celui-ci va capter le proton. Donc on peut faire la réaction avec celui-ci, avec le composé C pour obtenir le produit majoritaire. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Donc je vais prendre le produit là. HCl. Donc on va prendre, donc ici c'est moins, et ça c'est plus. On va prendre comme électrostatique, donc la charge négative attaque la charge positive. Et là par exemple, on aura ici. Et là maintenant, on aura quelque chose comme ça. Donc c'est H ici. C'est plus ici. Et plus Cl moins. Donc celui-ci va venir agir là. Et puis on va obtenir le produit final. Cl. Donc voici le produit majoritaire. Donc ils ont dit le produit majoritaire c'est le produit K1. Majoritaire. Produit majoritaire. Donc le produit minoritaire, ça c'est le produit Markov-Nikov. Donc le produit minoritaire, on va avoir plutôt H ici. Et le produit minoritaire, on va le dessiner ici une fois. Ça c'est le produit K2. Minoritaire. C'est le produit minoritaire ici. Donc voilà ce qu'on a. Donc maintenant, on va répondre à la question 1. Question 1. On va donner la réponse.
À la question 1, on demande d'écrire les formules topologiques des composés D, I et J. Donc nous supposons que le composé D, c'est le composé C. C'est le composé D, MG, BR. Donc voilà le composé D. Maintenant le composé I. Le composé I, je vais supposer que c'est le composé C. On va prendre un composé stable. NH2. Donc voilà par exemple, ça c'est le composé J et I. Ici, le composé J. Je dis que le composé J c'était celui-ci. Donc voici le composé, ça c'est le composé J. Le composé I, c'était plutôt celui-ci. Donc il y a une double liaison ici. Ici c'est plutôt une double liaison. Ici il y a H simplement. Donc ce n'est pas H2. Donc c'est ça ici. C'est le composé C qui est le composé H. Imine. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant le composé J. Le composé J c'est celui-ci. Donc voilà le composé J. Maintenant, petit 2. On dit combien possède-t-il de stéréoisomères? Les dessiner à l'aide de la nomenclature R adaptée en indiquant la stéréochimie qui existe entre eux. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ici, on a la présence d'un atome de carbone asymétrique ici. Et un atome de carbone asymétrique, c'est un atome qui est lié à 4 groupements différents. Donc ici, il y a ce qu'on appelle l'isomérie optique. Alors que ici, de ce côté-ci, il y a ce qu'on appelle l'isomérie géométrique. La présence des doubles liaisons éthyléniques et les groupements qui sont ici sont différents de ceux qui sont ici, de part et d'autre de la double liaison. Donc ici, on aura au total certainement 4 stéréoisomères parce que on a la présence. Donc déjà, allons-y, on va les dessiner pour qu'on puisse. Donc, on a 4, on a au total 4 stéréo isomères. On va les citer, on va les placer. C'est-à-dire on va dessiner avec la représentation de crâne. Donc voilà par exemple ici, on a ici, voici le premier ici. Donc déjà on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va mettre H ici, on va mettre CH3 ici. O, double liaison. On va d'abord dessiner avec Z ici. Isomère Z. Donc c'est le Z ici. Ici on aura par exemple 1. Selon la règle de Kahn-Ingold-Prelog, on aura ici 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est R ici. Donc on a RZ. Et ici on place un miroir plan. Miroir plan. Et ici on a un miroir plan. Ici par exemple de ce côté, si on va prendre un, on aura ici. On aura donc ici, ça c'est une double liaison éthylénique. Voilà. CH3. Et ici donc maintenant. Donc voilà ce qu'on va avoir. Donc ici par exemple ça sera 1, 2, 3.
1, 2, 3, c'est H ici. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est S ici. Donc les deux ici comme ça sont des énantiomères. Donc on va appeler ça grand 1 et ici la grand 2. Donc maintenant on aura aussi ici d'autres isomères. Donc on aura ici par exemple toujours H ici, CH3 ici. Donc ici maintenant c'est E et ici c'est encore R. Donc voici le miroir plan ici. Voici le miroir plan. Et là par exemple de ce côté si on aura par exemple un truc comme ça. C'est encore E ici. Ici il y a double liaison. Ici maintenant CH3 H. Donc maintenant et puis un noyau aromatique. Donc ici maintenant ça c'est S encore. Donc ici c'est E. Voilà, donc ici c'est 3. Ici c'est 4. Donc ici couple, on va dire couple d'énantiomères. On a 1, 2 et 3, 4. Maintenant, couple de diastéréoisomères. On a, comme couple de diastéréoisomères, on a le couple 1, 3, 1, 4. On a aussi 2, 3 et 2, 4. Donc voilà ce qu'on aura en fait en ce qui concerne cette question. Donc maintenant pour la dernière question, la troisième question, question 3, on demande maintenant de déterminer le mécanisme qui tend de J à K1. Bon, nous l'avons déjà fait et on a déjà même donné les représentations de K1 et de K2. Donc de J à K1, le mécanisme c'est celui-ci, ce mécanisme ici. Voici J ici et on passe là. Voilà, ça c'est par exemple les formes qu'on a. On a fait ça tout à l'heure. Et voici K1 ici qui est majoritaire et voici K2 ici qui est minoritaire. Donc en fait pour ces réactions ça suit la règle de Markov-Nikov. Et pour celui qui est minoritaire c'est anti-Markov. Donc voilà par exemple